Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Environ 400 volontaires nationaux se forment depuis ce matin à Lomé en technique d'auto-emploi. Lutte anti-Covid-19, la Banque mondiale a accordé environ 38 milliards de francs CFA au Togo pour redresser son économie. La transition politique au Mali, la jeune se prépare à rencontrer ce mardi la CEDEAO au Ghana. Les discussions vont porter sur la remise du pouvoir à un président civil. Et puis, sommet virtuel Chine-Union européenne, les négociations économiques reprennent ce lundi malgré les tensions diplomatiques. La chancelière allemande et le président chinois vont tenter de faire avancer les négociations d'un accord sur les investissements. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Près de 400 volontaires nationaux, candidats au volontariat et ceux en fin de mission venus de tout le Togo, sont en formation depuis ce matin à l'initiative de l'Agence nationale du volontariat au Togo. Le but de cet atelier de 3 jours est d'outiller les participants en technique d'auto-emploi avec pour finalité l'entrepreneuriat de ces jeunes. Gabriel Ayena. Le but de l'Agence nationale du volontariat au Togo ANVT à sa création est d'offrir aux jeunes primo-demandeurs d'emploi des opportunités devant aboutir à leur insertion professionnelle. Mais depuis 2011 à nos jours, il ressort que sur 100 volontaires en fin de mission, seulement entre 45 et 60 ont pu trouver du travail. Il convient alors de changer de paradigme pour apprendre à ces jeunes comment créer leur propre emploi. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT. Nous avons commencé également à renforcer les capacités des volontaires sur l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, parce que le monde de l'emploi, il est plus dans le secteur privé, il est plus dans l'entrepreneuriat, plus dans l'auto-emploi. On a commencé depuis un certain temps à renforcer les capacités des volontaires sur cet aspect-là et leur permettre de saisir les opportunités qui existent dans leur environnement immédiat ou dans le pays et pouvoir s'auto-employer ou créer leur propre entreprise. Ils vont recruter d'autres. S'ils arrivent à créer leur propre entreprise, ils auront besoin d'autres et vous allez voir que ça fera tache d'huile. La formation qu'ils reçoivent permettra de profiter à d'autres personnes et dans le pays, de moins en moins de jeunes seront au chômage ou sous-employés. Pour y arriver, diverses techniques seront enseignées aux participants. Urbain Amoussou, formateur. Nous allons les former sur tout ce qui est stratégie d'entreprise, tout ce qui est business plan, tout ce qui est technique de levée de fonds. À la fin de la formation, ils seront à même de savoir comment monter un projet d'entreprise de A à Z et comment lever des fonds pour lancer leur projet. Cette formation qui se déroule simultanément à Lomé, à Tapamé et Kara a reçu le soutien financier de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Merci à vous, Gabriel Ayena. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, le groupe de la Banque mondiale a accordé un financement de 110 millions de dollars, environ 38,8 milliards de francs CFA pour aider le Togo à redresser et relancer son économie. Ce financement intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la Covid-19. Geneviève Bougnon. Dans un communiqué publié par l'institution financière internationale, cette facilité qui sera débloquée par l'Association internationale de développement IDA est destinée à aider le Togo à redresser son économie fortement impactée par la crise sanitaire de Covid-19. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Madame Awa Sisewage, cet appui est important pour aider le Togo à atténuer les effets de la pandémie sur les populations et exécuter le plan national de redressement post-Covid-19. Selon le document, le financement composé d'un don et d'un prêt de 35 millions de dollars chacun permettra au gouvernement d'améliorer la coordination et l'efficacité de la réponse, d'accroître le dépistage et le traitement de tous les patients dans le pays. Sur le plan social, les ressources permettront d'engager des actions en faveur de la pauvreté et d'étendre notamment le programme Novici. L'institution de Bretton Woods espère enfin que cet appui devrait permettre de préparer la reprise post-Covid-19 avec des mesures pour soutenir le secteur privé, protéger les emplois et stimuler la production agricole.
Et justement, en parlant de Covid-19, voici la situation à la date du 13 septembre 2020 à 19h25. 17 des 578 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 1572. Ces 17 personnes, dont les âges sont compris entre 25 et 64 ans, se répartissent comme suit. 5 cas parmi les contacts, 3 femmes et 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, 9 cas parmi les suspects, un homme et 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture de la Cosa. 3 cas parmi les dépistés, 3 hommes dans la préfecture du Golfe. Un guéri a été enregistré, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 1190. Le nombre de décès reste inchangé à 37 et le nombre de cas actifs est de 345. Au total, 77 212 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et nous poursuivons avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain à 10h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, les militaires au pouvoir au Mali s'apprêtent à rencontrer les chefs d'État des pays voisins. Les présidents de la CEDEAO se réunissent ce mardi à Accra, au Ghana. L'organisation régionale, avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil, mais les concertations nationales divergent de ces demandes. Geneviève Bognon. À Accra, au Ghana, les militaires de Bamako ont d'abord l'intention d'écouter attentivement leurs interlocuteurs. Ensuite, ils reviendront sur les motivations du coup d'État pour expliquer ce qui s'est passé le 18 août dernier. Sur la question d'une éventuelle remise du pouvoir aux civils, un interlocuteur plutôt proche de la junte explique « Nous allons faire des propositions de sortie de crise ». Par ailleurs, les résultats des journées de concertation qui se sont achevées ce week-end à Bamako sont contestés par le mouvement du 5 juin qui a contribué à la chute de l'ancien président. Le M5 accuse la junte d'avoir tripatouillé les résultats de la rencontre à sa faveur. Il faut préciser qu'un avion affrété par le Ghana est attendu à Bamako ce lundi pour assurer le transport de la délégation malienne. Il n'est pas exclu que le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, fasse lui-même le déplacement. Selon son entourage, ce déplacement est important, mais il n'est pas question d'aller affronter les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous Geneviève Cognon. La commission ougandaise de communication l'a annoncé la semaine dernière. Désormais, toute personne diffusant du contenu en ligne devra s'enregistrer auprès d'elle avant le 5 octobre prochain. Pour justifier cette nouvelle directive, la commission cite un article de l'Uganda Communication Act qui interdit la diffusion de contenu sans licence. Une loi qui sera donc désormais appliquée aux publications en ligne et sur les réseaux sociaux. Le sommet extraordinaire entre l'Union européenne et la Chine se tient par visioconférence ce lundi. Les dirigeants européens auront l'occasion de s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping. Il est question de faire avancer les négociations d'un accord sur les investissements sur fond de tension autour de Hong Kong, Taïwan et du Xinjiang. Solim Lemo. Effectivement, les participants souhaitent faire avancer l'accord sur les investissements, négocié déjà depuis 7 ans, ce qui permettra pour les entreprises européennes d'accéder au marché chinois avec des règles de concurrence équitables. L'espoir est que ce sommet permette de dégager une feuille de route claire menant à un accord d'ici la fin de l'année. Ce sommet virtuel sera d'ailleurs l'occasion de graver dans le marbre une avancée conséquente puisque sera signé à Pékin avec un représentant de l'Union européenne un accord par lequel la Chine reconnaît les appellations géographiques protégées de l'Union. C'est pour les Européens une preuve que les intérêts de l'UE peuvent progresser sur de vrais sujets et un signe aussi qu'il existe des leviers par lesquels il est possible pour l'Europe de peser sur les négociations. Le message de Pékin reste le même. La Chine est attachée à l'indépendance de la politique européenne. L'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans la guerre froide voulue par les États-Unis. Soulignons que les négociations ont eu lieu en pleine période de tension entre les deux puissances car les 27 sont délusionnés. Tant de promesses n'ont pas été tenues comme celle sur le marché chinois qui n'est toujours pas ouvert.
Coronavirus, Israël se reconfine pour au moins 3 semaines. La mesure entrera en vigueur vendredi prochain. La semaine dernière, les autorités israéliennes avaient imposé une quarantaine dans certaines villes du pays, notamment dans les villes arabes et juives et ultra-orthodoxes, dans l'espoir de freiner la propagation du virus. Mais le taux d'infection en Israël est reparti à la hausse. L'État hébreu recense 153 217 cas de Covid-19, dont 1103 décès pour une population de 9 millions d'habitants. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, célébration ce 15 septembre de la Journée mondiale de la démocratie. À la veille de cet événement, le secrétaire général de l'ONU exhorte les gouvernements à être ouverts et transparents dans leur réponse à la Covid-19. Selon Antonio Guterres, la meilleure action est celle qui permet de parer aux menaces immédiates tout en protégeant les droits de l'homme et l'état de droit. Alors, quel est le regard d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Togo? Et nous en parlons dans la chronique juridique. La situation des droits de l'homme au Togo connaît des avancées notoires, mais beaucoup reste à faire. Et selon le directeur d'Amnesty International au Togo, il y a des violations des droits de l'homme qu'on pouvait éviter, mais cela n'est pas le cas puisque certaines personnes, animées d'un zèle excessif, agissent souvent au nom de l'État alors que la décision ne vient pas du sommet. Le directeur d'Amnesty International au Togo, Aimé Adi, estime qu'il est important que l'autorité de l'État s'exerce sur ces personnes pour servir d'exemple aux autres. Cela donnerait beaucoup d'exemples à d'autres qui ont parfois cette ambition de pouvoir être zélés en vue d'être récompensés après. Donc je pense que la lutte contre l'impunité dont nous parlons, ce n'est pas seulement un terme général inventé pour le dire, mais c'est d'essayer de poser des actes au niveau de l'autorité de l'État pour extirper du corps des responsables d'application des lois des personnes qui, souvent par incompétence ou par ignorance, sont amenés à commettre un certain nombre d'actes. Il y a aussi parfois l'inapplication d'un certain nombre d'engagements et des lois qui engendrent aussi des violations des droits de l'homme dans certaines situations. Et je crois que les autorités peuvent mieux faire dans ce domaine-là. Le directeur d'Amnesty International au Togo pense aussi qu'on est trop souvent cantonné à des cadres de dialogue très formels avec des acteurs politiques. Aimé Adi invite à cet effet les autorités à analyser également les points de vue des organisations de la société civile. Il faut que la discussion et l'acceptation de la dissidence au sein d'un pays soit quelque chose de reconnu et accepté. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Il ne faut pas voir seulement la dimension violation des droits de l'homme, telle organisation critique. Non, il faut voir si ce qu'on est en train de faire correspond vraiment à la dignité de la personne. Dès qu'on se pose cette question et qu'on a une réponse, soit on va ou on recule. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Et nous clôturons avec les titres du magazine des sports. Réforme du football togolais. Les élections à la tête des districts préfectoraux sont en cours. Les dirigeants des districts d'Agoué et du Golfe seront connus ce mardi. La CAF a révisé et publié les nouvelles dates des compétitions interclubs. Dans un mois, la Coupe CAF et la Ligue des champions 2019-2020 connaîtront leurs vainqueurs. Exploit de l'Olympique de Marseille en France. Ce club a battu 1-0 le PSG lors de la 3e journée de la Ligue 1. Les clubs anglais et espagnols ont aussi retrouvé les pelouses. Et puis la Bundesliga en Allemagne et la Serie A en Italie débutent leur saison le week-end prochain. La fin tardive de la Ligue européenne des champions remportée par le Bayern de Munich explique ce retard. Voilà, point final à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Environ 400 volontaires nationaux se forment depuis ce matin à Lomé en technique d'auto-emploi. Lutte anti-Covid, la Banque mondiale a accordé environ 38 milliards de francs CFA au Togo pour redresser son économie. Et puis, transition politique au Mali. La jeune se prépare à rencontrer ce mardi la CEDEAO au Ghana. Les discussions vont porter sur la remise du pouvoir à un civil.
Rubrique sensibilisation coronavirus revient ce lundi sur l'origine du coronavirus. Ceci pour montrer sa virulence et son degré de dangerosité afin de mieux nous en protéger en ces temps de risque de contamination de cette maladie partout dans le milieu. Alice Bertha Barandao nous en parle. Vu les massacres que cause le coronavirus, les recherches se poursuivent au jour le jour pour mieux le connaître afin de le maîtriser. D'après les études, le coronavirus viendrait du monde animal. Mais comment il se retrouve chez l'homme? Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des vétérinaires du Togo, définit et explique son mode de vie. Quand on parle de coronavirus, il s'agit d'un virus. Et un virus, c'est un acide nucléique, un ADN ou un ARN. Donc en fait c'est un parasite intracellulaire et c'est quand il rentre dans la cellule, il essaie d'utiliser le matériel génétique de cette cellule pour faire sa réplication. Disons que le coronavirus ou bien le virus de façon générale appartient au monde microbien. Qui dit monde microbien dit que c'est un monde où ces éléments ou bien ces êtres vivants ne sont pas visibles à l'œil nu, dont le coronavirus. Et le coronavirus, comme son nom l'indique, est dû à sa forme de couronne avec des spicules qui sont terminées par des protéines. Alors, docteur, quelle est son origine? Le coronavirus, de façon générale, est d'abord un microbe qui a été découvert par les vétérinaires sur les animaux dans un premier temps. Donc, il faut dire qu'ils sont responsables de la bronchite infectieuse chez le poulet, des difficultés respiratoires au niveau du poulet. Donc, également, il intervient au niveau du système urogénital chez les pondeuses et entraînant des troubles de ponte. On a des œufs mous. Donc, c'est l'effet des coronavirus. Quand est-ce que l'humanité a commencé par parler du coronavirus, docteur? Les premiers coronavirus ont été découverts en 1931 aux États-Unis et c'est par après, dans les années 60, qu'on a eu à découvrir les coronavirus chez les humains. Est-il aussi virulent chez les animaux comme il se manifeste chez l'homme? Il faut dire que les animaux peuvent de façon générale héberger les coronavirus et c'est le cas par exemple de l'histoire des coronavirus avec le SRAS ou bien le SRAS-CoV-2. Donc les premiers coronavirus qui ont apparu à partir des animaux sauvages, notamment les chauves-souris sur un marché chinois. L'histoire des coronavirus remonte très longtemps, donc à partir des volailles. Il faut dire que ce sont des coronavirus spécifiques. Donc, il y a des variétés de coronavirus? Il y a les coronavirus pour la volaille, il y a les coronavirus pour le chien. Donc, chez le chien, on parlera de coronavirus entérique du chien. On a le coronavirus du chat qui cause la péritonite infectieuse féline. Et on a le coronavirus respiratoire porcin. Donc, ces différents coronavirus sont des coronavirus spécifiques, sont des coronavirus qui peuvent se multiplier dans l'espèce. Et ces genres de coronavirus ne peuvent que contaminer les autres espèces. Je m'explique. Ça veut dire que si on prend un coronavirus de la bronchite infectieuse de la poule, une fois qu'une poule est infectée, elle est susceptible de contaminer les autres espèces, les autres poules. Donc c'est ça les différentes espèces de coronavirus. Donc il y a ce qu'on appelle la spécificité de l'espèce. Mais il s'est fait que avec le temps, on a eu à découvrir ce qu'on appelle les maladies émergentes, c'est-à-dire qu'il y a eu passage d'espèce à une autre espèce. Donc c'est l'histoire par exemple du Covid-19, c'est l'histoire également du SRAS, le syndrome respiratoire aigu de 2002 qui a fait des victimes en Asie. Docteur Mabalo Kossi, plus spécifiquement, de quel animal est partie la Covid-19? Tout est parti d'une chauve-souris, puisqu'une chauve-souris de façon générale est un réservoir naturel de virus. Et généralement, ces chauves-souris sont consommées malheureusement dans certaines contrées, dans certaines régions. Et parfois, ils sont capturés. Et quand vous allez dans des marchés où il y a mélange d'animaux vivants de bourse,
avec les animaux domestiques. Donc le virus peut passer de la faune sauvage à la faune domestique. Il peut muter. Il peut muter. Donc il peut d'abord passer et l'homme en contact avec le virus, il peut effectivement muter et contaminer l'homme. Parce qu'il faut dire que le coronavirus est un virus à ARN. Et les virus à ARN sont des virus qui sont capables de recombinaison, ils sont capables de beaucoup muter. C'est-à-dire qu'ils changent carrément pour s'adapter à l'espèce. En fait, il était destiné à une espèce bien précise. Maintenant, quand il passe dans une autre espèce, il s'adapte et là, il pourra se multiplier. Parce que avant que le virus ne rentre dans la cellule, il faudrait qu'il y ait des récepteurs. Il faudrait que le virus puisse se fixer et rentrer dans la cellule avant de faire la réplication. Il emprunte le matériel génétique de la cellule et c'est comme ça il se met à se multiplier, à se répliquer. On parle plutôt de la réplication dans le cas des virus. Et quand il se réplique, il détruit la cellule. Donc c'est comme ça l'homme a eu à se contaminer du coronavirus. Maintenant, quand l'homme s'est contaminé, ce qui est à redouter, c'est qu'il y a une transmission d'homme en homme. Et c'est ce à quoi on est en train de faire face. Donc c'est cette transmission qui est vraiment à redouter. Vu les explications que donne le vétérinaire Mabalo Kossi, sachant manipuler les animaux sauvages et les animaux domestiques.